Donc bonjour à tous, bonjour Malika, Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. et puis bienvenue à tout le monde justement au 118e cycle d'investigation. Alors il y a un protocole qui a été établi selon la méthode Calogero-Griffasi et nous sommes nombreux justement dans le monde entier à mener cette investigation en même temps. Malika, je vais t'accompagner, tu ne Mhm. connais bien évidemment ni le thème ni les questions que je vais aborder avec toi. Oui, Comme d'habitude, il y a une partie fixe avec des questions communes d'ailleurs, et une partie libre. Et j'irai donc développer certains points avec toi, Malika, en fonction des retours et remontées d'informations. très bien. Ok. Est-ce que tu es prête? Je te laisse t'installer Mhm. confortablement, comme la dernière fois. Voilà, je vérifie que c'est OK. OK, au niveau du visuel, c'est parfait. Tu me vois bien? Parfaitement bien. OK. Est-ce que tu souhaites, Malika, un décompte de 10 à 1 ou Oui, de s'il te plaît. 5 à 1? De 10 à 1, on y S'il va? te plaît. Oui, OK, parfaitement. Alors voilà, tu t'installes confortablement. Et je vais donc décompter de 10 à 1 pour t'emmener profondément là où c'est important pour nous d'aller pour cette séance d'investigation. Et comme à chaque fois, chaque nombre est un palier et à chaque palier, tu rentres de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Alors je commence avec le 10. 9. 8. 7. 6. De plus en plus profondément. Voilà, parfait. 5. 4. 3. 2. Et 1. Profondément. Comment te sens-tu? très bien. OK. Ma voix reste ton point d'ancrage durant toute cette séance. Et je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther sur les crypto-monnaies. Avec le 1, le 2 et le 3. Que perçois-tu ou que visualises-tu? La première chose que je perçois, c'est les algorithmes Mmh. qui défilent à grande vitesse. OK. Des algorithmes. Qui défile à grande vitesse. Mhm. Perçois-tu autre chose encore ou pas? Crypto. Ouais. J'ai le mot décrypter qui ressort. Mmh. Décrypter, décryptage. Hmm. Alors on va passer à la deuxième question. Quel symbole perçois-tu ou visualises-tu
en étant connecté au monde des crypto-monnaies? Hem, J'allais dire, mais ce qui me vient, c'est un peu comme, le visible, le monde visible et le monde, de l'éther. La crypto-monnaie, c'est pas matériel, c'est pas physique, on dit plus, on utilise plus le mot dématérialisé. Quand je me connecte au monde, de la crypto-monnaie, heu, quand je me connecte au monde, c'est un monde qui est, c'est un monde, économique, financier, qui n'est pas accessible, à tous. L'argent, autant l'argent, la monnaie est accessible à tous, autant la crypto-monnaie ne l'est pas. Mmh. Il y a encore quand je me connecte à ce monde, il y a une connotation de d'inaccessible, Mmh. d'inac d'inaccessibilité, je ne sais pas si ça existe ce mot? Ouais. D'inaccessibilité, d'un accès restreint au monde, aux personnes. D'un accès restreint en personne, OK. Au niveau du symbole, est-ce que tu perçois justement ou des symboles, est-ce que tu perçois quelque chose? Heu, je vois comme le signe de l'euro, mais à l'envers, je ne sais pas si c'est ça Mmh. le sigle? Le sigle de l'euro, mais à À l'enve l'envers. à l'envers. D'accord. C'est-à-dire, ouais, à l'envers. Mmh. Hem, J'en vois qu'un symbole, hem, Un symbole. OK. et c'était quoi la question, pardon? Alors quel symbole perçois-tu ou visualises-tu en étant connecté au monde des crypto-monnaies? Oui, moi je vois le symbole de l'euro, la devise, Ouais, mais en inversé. mais inversé. OK. Est-ce que tu perçois autre chose, d'autres informations? Ou Non. pas? Sinon on continue. OK. Bah, alors on va passer à la prochaine question. Cette fois, c'est qui a inventé la crypto-monnaie appelée le bitcoin? C'est un asiatique, mais ça me vient parce que je le sais. Mmh. Je me rappelle, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un asiatique, jeune homme d'une trentaine d'années, voilà, c'est ce qui me enfin, c'est ça, je le sais parce que je le sais. Mmh. Enfin, OK. je connais pas son nom, mais Tu le visualises? Tu le vois là où oui, tu es ou oui, je le vois, même si je connais pas son visage, je le vois. Mmh. Un homme, mince, asiatique, je sais pas s'il est chinois ou japonais, cheveux longs, plutôt jeune, la trentaine à l'époque où en tout cas il l'a inventé. Mmh. Heu, un un homme, surdoué, très doué, voilà, dans les finances, dans l'informatique, dans, programmation, ouais, surtout dans l'informatique. Dans l'informatique? OK. La programmation aussi, tu m'as dit? Ouais, tout ce qui est, Ouais. tout ce qui est lié à
tout ce qui est lié à l'élaboration des algorithmes. Mmh. Donc voilà, il a démarré avec, cette invention-là, mais ensuite, avec d'autres collaborateurs tout aussi doués que lui, le, la crypto-monnaie a pris son essor. Mmh. OK. Son essor, c'est comme ça qu'on dit? Son Ouais. élan, Mmh. sa Et non, progression? OK. Là, Malika, on va se recentrer sur la question. Oui? Dire qu'on parle de l'inventeur de la crypto-monnaie, hein, appelée Bitcoin, et si je passe à la question suivante, tu es en train déjà d'y répondre, donc je vais te la poser. C'est décrit l'apparence physique du ou des créateurs du Bitcoin. Donc là, tu visualises toujours la même personne. Oui. En perçois-tu d'autres avec lui qui ont été à l'initiative, du Bitcoin ou pas? Moi, ce qui me vient, c'est un groupe de petits génies, de jeunes génies, voilà, de Mmh mh. génies. Mmh. Groupe de jeunes génies? Des génies, des hommes, qui ont de grandes capacités, hem, dans le domaine de l'informatique, Mmh. heu, dans le domaine de l'informatique, du virtuel. Ouais, voilà, c'est ce qui me vient, ce sont des génies. OK, parfait. Alors à mon 3, tu vas analyser et décoder l'ADN éthérique du créateur de crypto-monnaie en reconstituant sa forme d'origine avec le 1, le 2 et le 3. Android. Android. OK. Est-ce que tu peux développer sans t'y connecter, sans mais juste, voilà. Alors je ne sais pas s'il est mélangé avec, si son ADN est mélangé ou pas, mais je le vois comme, un androïde, Mmh. l'inventeur. OK. Il ressemble à un androïde. Il ressemble à un androïde. Tu perçois juste ce côté android et pas autre chose. On est d'accord? Non. Mmh. OK. Juste Android, 100 Android, on va dire. C'est ça? Ouais, c'est ce qui me vient, je vois pas de mélange moi. Mmh. Et concernant le créateur, est-ce que tu as son nom qui vient? Ça sonne comme Tachikomo, quelque chose comme ça. Mmh. Plusieurs Ta O dans son nom. Il y a plusieurs Tachikomo, ouais, Tachikomo. quelque chose comme ça, Ouais, d'accord. OK, merci. Alors à présent, Malika, que perçois-tu par rapport au nom et au prénom Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto. Si. C'est comme, ce qui me vient, c'est plus qu'un nom et un prénom, c'est une phrase Mmh. avec un sens. Satoshi Nakamoto, c'est comme une phrase. Comme une phrase. OK. Est-ce que tu peux développer? Développer, je n'en serais pas capable, mais ce qui me Mmh. vient, c'est qu'il serait intéressant d'approfondir la traduction et en connaître et en comprendre le sens. Satoshi Nakamoto. Ouais. C'est très long pour un nom et un prénom, voilà. Hem, après, je ne parle pas le mandarin donc mais c'est long, c'est comme une phr ça sonne comme une phrase. Mmh. Donc qui dit Ça sonne phrase comme une dit phrase. sens, Mmh. qui dit phrase dit sens. Faut c'est intéressant, ce serait intéressant de développer. Mmh. OK. On ira voir cela après. On va passer à la question suivante. Donc à mon 3.
Tu vas au moment où naît l'idée de monnaie électronique liée aux crypto-monnaies et tu décris tout ce que tu captes avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant. Je vois comme une espèce de hangar, un lieu où les jeunes se retrouvent, après le travail, avec des fils partout, des ordinateurs partout, font des tests. Heu, alors c'est en Asie ou aux Mmh. États-Unis, je sais pas. En Asie. Après il y a un lien avec les États-Unis, comme, des gens qui travaillent, un peu comme ce que nous faisons nous, un petit peu de partout, dans le monde, mais là c'est pareil, ça se connecte, entre l'Asie et les États-Unis et les savoirs sont échangés, mais pas tout de suite. Hem, ouais, ça part de ça, de OK, donc toi, tu vois une émulation de groupe, oui, des ça part jeunes mmh. qui, d'accord. Quand tu parles de fil, ordinateur, c'est ce que tu perçois, c'est Mmh. cela? Mmh. Oui, beaucoup de fils, de câblage, de câbles, d'ordinateurs, Mmh. de et de compétences, dignes de ce qu'on peut appeler des génies. OK. Alors quel est le but de cette invention, hein, l'invention de la crypto-monnaie? Quand tu m'as posé la question, ça m'a dit, c'était pas le but à la base. Mmh. Voilà. Peux-tu retourner à l'origine justement pour comprendre quel était le but d'origine? Ce qui me vient, c'est que à la base, c'était un objectif de d'évolution, de programmation de transactions financières, Mmh. transactions financières élaborées, qui s'est transformée en invention de la crypto-monnaie. Mmh. Heu, Est-ce que tu perçois autre chose? hem, En fait, l'inventeur ou groupe, en tout cas l'inventeur, parce que c'est quand même parti de lui à la base, de de ses de de ses compétences à lui. Hem, il y a, même s'il est seul, il est quand même guidé, heu, parce qu'il y a hem, une volonté, dans les terres d'installer, comme une technologie, par rapport au flux, physique de l'argent. OK, parfait. Il est pas tout seul quoi, Mmh. heu, il est tout seul physiquement mais pas que. Mmh. Voilà, il est accompagné on va dire, il est, interféré. OK, Voilà. C'est OK. On va aller voir ça après.
Alors que perçois-tu ou visualises-tu concernant le mouvement de cypherpunk? Comment tu dis? Cypherpunk? Cypherpunk. Cypherpunk. Mmh. Qu'est-ce que je visualise? Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Et je vois que c'est sombre. Mmh. Sombre? Ouais, cypherpunk. Mmh. Je sais pas ce que c'est, j'ai rien qui me OK. Ouais, on va aller voir un petit peu, mmh hein, plus tard ce que ça veut dire. Mmh. En attendant, on va passer à la question suivante. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant la société technologie blockchain appelée Blockstream? il y a le mot bloc déjà, Mmh. donc crépuscule, donc il y a une prise en main il y a une prise en main de tout ce qui est, tout ce que peut rapporter, heu, de bénéfique la crypto-monnaie et une prise en main de bien plus il y a une prise en main bien au-delà de l'inventeur. OK, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Prise en main, tu m'as dit, qui dépasse. L'entendement de l'inventeur, Mmh. c'est comme si, bon, ben tu as inventé ça, c'est bien, maintenant mets-toi de côté, on va s'occuper de on va s'occuper de d'en tirer profit. Moi, ils le disent pas, mais en gros, c'est ça, c'est ce qui me vient. Blockchain. Il y a le mot contrôle aussi qui me vient Mmh. sur, sur, l'usage, de la crypto-monnaie, de ce Ouais. que de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on peut de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas qu'il est possible de faire, d'en tirer profit ou, il y a ce groupe ce groupe, ce je sais pas comment on peut appeler ça, ce groupement, ce société, je sais pas si c'est une société, hem, prend le contrôle sur, sur tout le sur tout le sur tout ce que peut générer de bon, pour la société, voilà, et qui n'est pas mis à disposition à la société. OK. On sait ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie, Mmh. mais mais c'est limité. On peut peut-être faire beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas toutes les variantes. C'est difficile d'accès, heu, c'est encore difficile d'accès, mais certains groupuscules en ont totalement l'accès et en tirent les avantages. Mmh. C'est ce qui me vient. OK, merci.
Est-ce que ça va toujours? Est-ce que tu as besoin de reprendre une grande respiration? Ça va très bien. Ce qui me vient, OK. c'est qu'il y a une banalisation qui peut être, mise à disposition de cette utilisation, de la crypto-monnaie, mais Mmh. qui n'est pas encore mise à disposition. Volontairement, probablement. OK. Alors je vais te, demander de remettre tout à blanc, Mmh de mh. repartir vraiment, sur un côté neutre, voilà, de prendre une grande respiration Mmh. et on va passer à la prochaine question et cette prochaine question, elle concerne Al Finney, qui est décédé en 2014. Ça a été le premier à recevoir une transaction, Bitcoin, donc qu'on appelle BTC. Elle a été envoyée par, Satoshi Nakamoto. Ce que j'aimerais, c'est que tu analyses et que tu décodes l'ADN éthérique de Finney, donc de Al Finney, reconstruisant ainsi sa forme originale. À lui? À Al Finney? Mmh. C'est un Américain? Mmh. Hem, et Satoshi Nakamoto, il lui a envoyé quoi? Pardon, j'ai pas je Ouais, il y a beaucoup de il lui choses a dans cette question. Alors je vais la découper en plusieurs morceaux cette question parce qu'elle merci. elle est très, très longue. Mmh mh. Là, on va parler de Al Finney. Al Mmh mh. Finney, il est décédé en 2014. Mmh mh. Al Finney, c'est celui qui a reçu la première transaction en bitcoin de la part de, Satoshi Nakamoto. Mmh mh. Ça, c'est l'information. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles analyser et décoder l'ADN éthérique de Al Finney pour reconstruire sa forme originale et que tu me dises ce que tu en perçois avec le 1, le 2 et le 3. Ce qui me vient, c'est, pourquoi Al Finney et pas quelqu'un d'autre, hein, qui reçoit, la toute première transaction de la part de Satoshi Nakamoto. Mmh. Ce qui me vient, c'est qu'ils se connaissaient sans doute, très probablement, Mmh. tous les 2. Heu, j'ai le mot test qui me vient, comme si c'était un test. Transaction. Ouais, cette transaction pour toi, c'était donc un test Mmh, comme un et test, ouais. OK, et si tu reconstruis justement sa forme originale, son ADN éthérique, qu'est-ce que tu perçois? Al Finney, Ouais. qu'il est choisi pour, cette première transaction Mmh. et que, heu, ça me dit que ça représentait beaucoup, beaucoup d'argent. Heu, ouais, c'est OK. C'est bien, très bien, très bien. Il y a beaucoup d'informations dans ce que tu donnes, hein. d'accord, c'est comme une entente, hein, C'est comme une entente. comme une entente, hem, ouais, que j'ai la notion de camouflage aussi, camoufler OK. quelque chose, Mmh. dans cette transaction, c'est ce qui me vient. D'accord. Voilà, qui se connaissaient. Ouais. Heu, mais je sais pas, il y a ce mot qui me vient de trahison. Trahison, ce mot te vient à l'esprit. OK, je Mmh. note. Est-ce qu'il y a autre chose encore, Malika? C'est tout. C'est tout, C'est non, tout? Mmh. Alors on passe à la question suivante où justement je te demande quelle est la relation entre Finney et Nakamoto
Ou alors, quelle est la relation entre Finney et le groupe nommé Nakamoto? Toi, tu l'as identifié en tant que personne unique, hein, Nakamoto. Peut-être que Mmh. tu peux revoir ce point de vue ou pas d'ailleurs, hein. Mmh. C'est comme tu le sens. Donc Mmh. quelle est en tout cas la relation qu'ils entretiennent l'un avec l'autre? Du business, évidemment, Mmh. mais comme on peut parler de blanchiment d'argent, de vrai argent, ça me paraît être un peu la même chose dans cette transaction entre Finney et Nakamoto. Mmh. Alors blanchiment de quoi? Je ne sais pas, mais d'argent sûrement, mais par la crypto-monnaie, je suis quelque chose c'est cette notion de cachet, de camouflage, de blanchiment, OK. d'arrangement. Mmh. Effectivement. Bah, écoute, on ira, approfondir ce point aussi, tout à l'heure. Là, je vais Mmh mh. continuer à dérouler les questions Mmh. et je vais revenir sur Al Finney. Donc, je t'ai dit tout à l'heure qu'il était décédé en 2014. Mmh. Il avait 58 ans. Il est mort, il avait une maladie qui s'appelle la SLA, c'est la maladie de Charcot et il a décidé que son corps devait être congelé au moment de sa mort. Pourquoi a-t-il décidé de s'offrir pour la cryoconservation humaine? Ben, il avait la maladie de Charcot, Mmh. donc c'est déjà une maladie, où on souffre beaucoup. Il a donné son corps pour la Cryoconservation. cryoconservation. Mmh. Si tu ne sais pas ce que c'est, je peux te développer un petit peu, sinon Oui, je vois à peu près. d'accord. C'est une expérimentation, c'est encore le stade, d'expérimentation. Mmh. En tout cas, je vois, dans cette décision, heu, des, c'est une décision, hem, à but, d'expérimentation, heu, de moi, j'ai une notion de contrat, d'entente, c'est de l'expérimentation, heu D'accord. et la question, c'était pourquoi il a fait ça? Alors pourquoi il a décidé justement de s'offrir cette Pour cryogénisation? Cryoconservation. C'est souffrir ou s'offrir? Je sais pas, je S'offrir, se s'offrir, hein? payer, oui, Se s'offrir. payer, Mmh, voilà, c'est ça, parce que je mmh, comprenais pas déjà la maladie de Charcot, on souffre beaucoup mmh. de base. S'offrir cette cryo. Alors je veux du coup, s'il se l'offre, je veux bien avoir une petite définition rapide de cryo, OK, c'est juste au moment de la mort, on congèle complètement tous tes organes, ton corps et ton cerveau de façon à ce que tout soit intégralement conservé. Le plus important dans cette démarche, c'est que le cerveau, puisse être complètement récupéré pour éventuellement, dans un futur, plus ou moins lointain, déposer dans un autre corps, on pourrait dire, si on va très, très loin. moi je ne le vois pas se l'offrir, hein. C'est passé comme, se l'offrir, mais il Mmh. est guidé pour que ce soit fait Ouais, ainsi. OK. Alors, il a des informations, il y a des choses très intéressantes à récupérer de lui, de son cerveau, Mmh. de
il l'offre à d'autres, pas à lui. À d'autres et pas à lui. OK. On ira voir ça. J'aimerais que tu te déconnectes, voilà, de Alphine. Tu te déconnectes, tu prends une grande respiration. Tu peux remonter légèrement tes fréquences si jamais tu sens que tu en as besoin. Mmh. Voilà, OK, comment ça va? Très bien. Très bien, on Mmh. continue alors. Donc quelle est la relation entre le système dans lequel nous vivons et le monde des crypto-monnaies? La relation, Ouais, entre le c'est système dans lequel nous vivons et les crypto-monnaies. il y a quand même une opacité quand même, c'est pas une franche relation, c'est pas une relation transparente. Mmh. C'est la crypto-monnaie, hem, elle a pour but, en apparence de favoriser l'échange monétaire, avec une technologie, nouvelle, avancée, dématérialisée, heu, mais pas que. Il y a toujours ce système de codage, de codification, d'algorithmes qui vont bien au-delà de la des flux, monétaires. Mmh. Heu, la crypto-monnaie nous est proposée pour, utiliser l'argent, heu, la crypt c'est comme un parallèle avec, c'est comme de l'or, donc un l'or, c'est de la matière, je sais pas comment on peut dire, une roche, un minerai. Mmh. Heu, la crypto-monnaie, c'est la même chose, mais en dématérialisé, en technologie, ça va être un peu la même chose, ça a de la Oui. valeur, c'est il y a Mmh. une notion de valeur, heu, qui n'est pas, heu, visible, palpable, qu'on ne peut pas toucher. Mmh. C'est un peu comme l'or, il y a une notion de valeur, mais que l'estimation dans l'estimation, hem, n'est pas, accessible, ce qui me vient. Dont l'estimation n'est pas accessible d'un échange de monnaie, au-delà du fait qu'on va pouvoir acheter, qu'on peut déjà d'ailleurs acheter avec de la crypto-monnaie, même si on en parle depuis longtemps, tout le monde ne c'est pas encore dans les mœurs d'acheter son pain avec de la crypto-monnaie. Heu, mais il y a cette notion de valeur, heu, comme on parlerait de la valeur de l'or, eh bien la valeur de la crypto-monnaie, hem, n'est pas accessible à tous. On ne connaît pas vraiment la valeur, Mmh. parce qu'on ne veut Qu'est-ce que pas tu en nous Oui, vas-y, continue. oui, oui, non, vas-y, pardon. Je voulais dire, qu'est-ce que tu entends par estimation pas accessible? Hem, la crypto-monnaie,
Ça me fait penser au placement, par exemple. Mmh. Placer son argent en crypto-monnaie. Il y a cette notion de valeur, de valeur qui n'est pas, accessible, on ne donne pas accès à la vraie valeur de la crypto-monnaie. Voilà. D'accord. Ça me fait penser à la valeur de l'or quand les gens achètent de l'or pour placer leur argent. Oui. Eh bien, avec la crypto-monnaie, on peut en faire autant, mais on n'a pas accès à toute, l'information de la vraie valeur de la crypto-monnaie. OK. Enfin, la plupart des gens, quoi, la globalité des gens, hein, le tout le monde. Mmh. Très bien. OK, merci. On va continuer. Alors, existe-t-il une relation entre la crypto-monnaie et la National Security Agency, c'est la NSA des États-Unis, ou une autre opération de renseignement gouvernementale? Oui, Oui? oui. D'accord. Quel type de relation tu vois entre les 2? Négoce. Négociation? Mmh. Négoce? OK. Oui. Est-ce que tu perçois une autre agence de renseignement gouvernementale en lien avec, la crypto-monnaie ou pas? En lien avec la crypto-monnaie, pas le ah oui, hem, Ouais, il y a la NSA, la crypto-monnaie. Est-ce que tu vois une autre agence gouvernementale, en l'occurrence américaine ou d'un autre pays d'ailleurs, en lien avec, la crypto-monnaie? un accord entre plusieurs pays Mmh. et la crypto-monnaie. Plusieurs gouvernements Mmh. OK. négocient. Oui, Négoce, OK. Alors existe-t-il une relation entre la NSA des États-Unis ou un autre organisme gouvernemental? Ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure, seulement tu peux me répondre par oui, non, partiellement. la NSA, c'est qu'est-ce que C'est la c'est? National Security Agency. D'accord, et donc la question c'était, pardon? Existe-t-il une relation entre la NSA des États-Unis ou un autre organisme gouvernemental? Oui, non, Oui, partiellement. oui, oui, oui. Mmh. Ça me dit oui. Ouais. Alors si oui, quel type de relation tu perçois? C'est des relations d'espionnage. Mmh. Je te surveille, tu me surveilles, sous des airs de négociation. Ouais. Mmh, c'est ce qui me vient. Mmh. As-tu autre chose qui arrive également ou pas? Double jeu, d'actes de double jeu. Mmh. Voilà, c'est ça, mmh, il y a des ententes, qui finalement sont des actes d'espionnage, de surveillance. C'est vraiment des doubles, triples jeux. Mmh. Ouais, c'est ce qui me vient. OK. Perçois-tu entre quel organisme et quel autre organisme? Donc en l'occurrence la NSA et quel autre organisme encore? Si Parce tu as que accès à i l'information. il y a la partie, le monde de la crypto-monnaie, Mmh. ceux qui détiennent les cordes de la crypto-monnaie, et il y a la partie, gouvernementale. Mmh. OK.
Et c'est vraiment des parties, bien distinctes, même si, il y a des collaborations qui n'en sont la plupart du temps pas, en réalité. Hem, il y a une histoire d'indépendance de de cette crypto-monnaie, Mmh. de de ne pas tomber, sous, sous, les comment dire? Sous, une nationalisation quelconque. Oui, heu, expliquer? Il y a, une liberté de cette, puissance monétaire que l'on s'arrache, que les Oui. gouvernements s'arrachent. Mmh. Voilà, Parfait. sous diverses formes, des négociations, d'espionnage, voilà. OK, merci Malika. Je vais encore te poser, et ce sera la dernière question, hem, fixe. Mmh. Dans le futur cycle, l'inventeur de la crypto-monnaie Bitcoin est-il disponible pour activer la canalisation via la communication télépathique? Tu peux me la répéter, s'il te plaît? Mmh mh. Je vais y aller doucement. Dans le futur cycle, l'inventeur de la crypto-monnaie Bitcoin est-il disponible pour activer la canalisation via la communication télépathique? Mmh. Alors là, j'ai comme un non, je sais pas, une réticence. OK. Donc tu te déconnectes, Mmh. tu te déconnectes de tout cela Oui. et tu peux prendre une grande respiration et on va partir sur les questions libres. Voilà, parfait. On respire et je vais reprendre par rapport aux questions qui ont fait sens pour moi. Mmh. Tu m'as dit que Satoshi Nakamoto, pour toi, c'était comme un pseudo, que ça ressemblait même à une phrase. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux aller chercher l'information, juste te connecter à l'information, comme ça, en prenant de la hauteur, juste aller voir cette information? Comme, ce qu'on appelle un un destin, comme quand on programme, une âme à mener une vie, en particulier, un peu quelque chose comme ça, Mmh. chez Nakamoto. Une, dévouée à, une une destinée, comment je sais pas comment on dit? Mmh. Vas-y. Hem, Vouée à vivre, à faire ce qu'il à avoir la destinée qu'il a. Quelque Mmh. chose comme ça, chez Voué à Nakamoto. avoir la destinée qu'il a.
Oui. Mmh. OK. Au niveau de la blockchain, appelée Blockstream, j'aimerais que tu te connectes justement à cette information et que tu visualises ce qu'est la blockchain. Hem, je vois comme, ouais, comme un espèce de canal, de tuyau, de, de réseau Mmh. hermétique. De réseau, canal, réseau hermétique. OK. Hermétique. Mmh. Hermétique à l'extérieur, contrôlé. Contrôler. OK. Ça, c'est un mot qui me parle, contrôler. Alors connecte-toi justement à la façon dont les informations, le flux passe et est contrôlé. Donc on parle toujours de la crypto-monnaie, en l'occurrence du bitcoin ou une autre monnaie, et essaye de voir de quelle façon elle est contrôlée. En rendant, l'information compliquée, Ouais. quand il n'y a pas d'autre moyen que de la donner. Par qui Quand, est-elle contrôlée? quand il n'y a pas d'autre choix, pardon. Quand il n'y OK. a pas d'autre choix que de la donner, Mmh. heu, par ceux qui détiennent, le pouvoir. Mmh. Alors, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter au hasard à une personne justement qui contrôle et qui détient ce pouvoir de contrôler. Avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois comme comme une espèce de bunker, bien hermétique. Ouais. Un bunker bien hermétique, bien secret, Mmh. qui dépasse, hem, ch Satoshi Nakamoto. Ouais. Perçois-tu autre chose encore ou pas? hem, que la crypto-monnaie a évolué, elle évolue, avec ou sans lui, Mmh. mais elle évolue aussi sans lui, Ouais. OK. plus avec lui. Hem, blockchain. Hem, il y a quand même une fragilité dans tout ça, heu, ça reste, de l'argent, de la valeur monétaire, codée. Mmh. Donc il y a, dans tout, au-delà du contrôle, de la blockchain, nul n'est à l'abri de virus. Mmh. Pour que tout ça tombe comme un jeu de cartes. OK. Et si je rajoute l'information peer to peer, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connectes quelque chose à cette blockchain? Blockchain, peer to peer? Non, Non. peer to peer.
OK. Non, Non, il y a pas de souci. peer-to-peer. Peer-to-peer, et une dual ça me fait penser à une dualité, heu, c'est complexe. Ce qui me vient, c'est que c'est très, Complexe. ouais. OK, parfait. Merci. OK, parfait. Hem, Tout à l'heure, quand tu as parlé de l'Ether, de la nouvelle technologie, de la blockchain, tu m'as parlé d'un flux physique. Flux physique de l'argent, mais pas tout seul. Tu m'as dit qu'il y avait une interférence à ce niveau-là. Est-ce que tu peux te connecter à cette interférence tout en gardant tes distances, ta neutralité et m'en dire un peu plus? Dans les terres, oui, Mmh. absolument, une volonté une volonté d'expérimenter, Mmh mh. qu'est-ce qui me vient? Est-ce que tu peux remonter à l'origine de cette interférence? S D'aussi loin que les technologies, existent dans les terres, c'est, la partie, expérimentale, technologique, Mmh mh. hem, pour, allier, l'argent et le pouvoir, pour allier l'argent et le pouvoir, heu, il y a un aspect, expérimental, qui me fait penser à il y a le mot effondrement qui me vient, OK. l'effondrement, l'effondrement de toute une, partie terrestre économique, Mmh mh. effondrement économique terrestre, heu et tout ce que ça peut générer. OK. Est-ce que tu peux juste, te connecter juste à cet effondrement dont tu viens de me parler? Est-ce que tu me parles de la crypto-monnaie ou d'autres choses encore? Lié à la crypto-monnaie, D'accord. lié à la crypto-monnaie, ouais. Mmh mh. OK. Est-ce que tu peux me parler de la relation qu'entretient les banques, le système bancaire, quel que soit le pays, qui ont un aspect très physique, donc qui ont des lieux, des adresses, et ce côté virtuel de la crypto-monnaie? Ils utilisent, hein, même si, il est, il est dit dans les médias que les banques n'ont pas le monopole de la crypto-monnaie, Mmh mh. mais ce n'est qu'une apparence. Ils ont peut-être pas le monopole, mais ils sont familiers avec. OK.
Donc ces institutions bancaires qui ont pignon sur rue sont familiers avec cet univers de la crypto-monnaie, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, c'est ce qui me vient, ouais. D'accord, OK, parfait. J'ai encore une dernière question à te poser. Mmh. Attends, peut-être une autre avant. Mmh. J'aimerais que tu remettes à nouveau tout à blanc, Mmh. que tu reviennes au point zéro, au point neutre, le plus neutre possible, que tu reprennes une grande respiration. La rumeur, elle dit que Hal Finney et Satoshi Nakamoto ne sont qu'une seule et même personne. Qu'en penses-tu? Quelle information trouves-tu à ce sujet? C'est fort possible puisqu'il m'est arrivé, tout à l'heure plus tôt, Mmh mh. la notion de camouflage. Mmh. Ça a du sens. Ça a du sens. C'est fort possible. Camouflage, déviation, comment on appelle ça, là? Donc bon, moi je les avais vus se connaître, hein, et Mmh mh. j'avais vu le camouflage, donc il y a oui, c'est pas impossible, hein. Effectivement, j'ai noté le camouflage, c'était sur une des questions et qu'ils se connaissaient très, très bien. Oui, c'est ça. Est-il possible de reconstruire justement l'ADN, déjà de Alphinae et d'aller voir si c'est le même que celui de Satoshi ou pas? Alors Alfiné, je le vois pas du tout. Alors ça veut peut-être, ce qui me fait penser que je le vois pas du tout, ce qui me Mmh fait mh. penser que je ne vois que, Satoshi. Tu ne vois que Satoshi. OK. Satoshi est tel que tu me l'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais, quelqu'un asiatique, un jeune homme d'une trentaine d'années, toujours? ouais, brun, cheveux longs, Mmh. Est-ce que tu peux décoder, l'ADN éthérique justement? androïde. Toujours Android. OK, c'était pour, croiser l'information. Mmh. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Donc ce que j'aimerais maintenant Malika, c'est que tu te déconnectes de tout et de tous Mmh. et on va prendre ensemble une grande respiration. Voilà, et je vais compter tranquillement de 1 à 3 et à 3, tu vas pouvoir revenir parmi nous avec une énergie renouvelée, te sentant entièrement, pleinement de retour dans l'ici et maintenant, avec une belle énergie avec le 1, le 2 et le 3. Voilà. Tu peux commencer à t'étirer, à bouger légèrement, à sentir à nouveau ton corps bouger. Voilà, parfait. Et puis quand tu es prête à ouvrir les yeux et revenir, comment tu te Salut, sens? très Salut, bien. ça va? Merci, très bien. Oui, OK. Alors merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci Malika pour, merci à toi Valérie, merci à tous. merci et puis à très, très bientôt pour, À bientôt. une nouvelle séance d'investigation. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente.
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.